est préparé pour vous. Ensuite, on va passer aux questions-réponses et rapidement, on va débrancher sur la démo. On va développer ensemble une petite application qui va condenser un peu les quelques notions qu'on aura vues ensemble. Ça vous va? Yes. Allez, c'est parti. Alors, je vais projeter. Tuc, tuc. C'est vrai qu'on aurait pu tester le partage d'écran. Ben justement, je suis en train de le faire là. Ça y est, vous voyez mon écran? Ah super, oui. Bon, ben, très très bien. Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Moussa Sissoko, développeur d'applications depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon engouement pour Flutter, une solution innovante pour des applications multiplateformes. Pour cela, nous allons aborder les points suivants. Découvrir Flutter, comprendre ses avantages, comprendre aussi les concepts clés qu'il y a derrière, et nous allons finir par une démo. Je sais que cette partie vous excite beaucoup et nous allons faire rapidement cette partie théorique, ensuite nous allons débrancher là-dessus. Ensuite, Flutter. Alors, c'est quoi Flutter? Avant de vous donner une définition, je vais d'abord vous raconter comment j'ai rencontré Flutter. En fait, c'est au cours d'une discussion avec un de mes anciens collègues que j'ai entendu pour la première fois Flutter. Du coup, à l'époque, je voulais découvrir un peu le monde mobile pour me lancer au fait dans des projets personnels. En 2018, Android et iOS dominent déjà depuis longtemps le marché du mobile. Et chacune de ces plateformes avait son propre langage de programmation. Tu as bien développé ton application, tu as bien déployé en fait ton application sur Google Play. Pour l'avoir sur App Store, il te faut apprendre un nouveau langage qui est Swift. J'avoue que cet aspect m'a beaucoup écœuré, pas parce que je ne voulais pas apprendre un nouveau langage, mais sur le fait de me répéter pour exactement le même besoin. Mais je me suis posé la question pour savoir, mais pourquoi Flutter a été développé alors que sur le marché, il y a ses concurrents comme Xamarin qui existait depuis 2011 et Ionic depuis 2013. J'ai découvert qu'il a pour objectif de résoudre les problèmes de développement multiplateforme, accélérer le processus de développement et améliorer les performances. Alors, Flutter, c'est un, un framework open source créé par Google pour le développement multiplateforme. Utilise le langage de programmation qui est appelé Dart. C'est un langage de programmation aussi orienté objet qui ressemble beaucoup à du Java ou à du TypeScript. Il possède une vitesse de développement assez importante et fournit une qualité d'interface supérieure, riche et fluide. Alors, nous allons voir quelques dates clés qui ont marqué l'histoire de Flutter. En mai 2017, Flutter est présenté en tant que version alpha à la conférence Google I/O. Il s'agit de la première version publique du SDK destinée aux développeurs et aux entreprises intéressées par l'exploration de la plateforme. En décembre 2018, Flutter 1.0 est officiellement lancé. Il s'agit de la première version stable du SDK et elle comprend des améliorations significatives en temps de performance, de stabilité et de support multiplateforme. Mars 2021, Flutter 2.0 est publié. Cette version apporte le support stable de la plateforme web et supporte en version alpha pour les applications de bureau Windows, Mac OS et Linux. Et enfin, en 2022, Google annonce la sortie de Flutter 3 et Dart 2.17. Cette mise à jour porte à 6 le nombre total de plateformes prises en charge, y compris la prise en charge stable de Windows, Linux et macOS.
En ce qui concerne ces avantages, nous pouvons citer le développement multiplateforme avec un seul code pour toutes les plateformes, donc pas besoin d'apprendre un nouveau langage pour cibler n'importe quelle plateforme. Le temps de développement réduit grâce au hot reload instantané pour chaque modification et la réutilisation du code. Je pense que ce point va beaucoup parler à ceux qui ont travaillé avec du Angular ou avec du Vue.js. On a souvent du hot reload à chaque fois quand on modifie du code. Et les performances sont très élevées avec Flutter grâce à la compilation en langage machine natif. Une grande communauté croissante et bienveillante avec une documentation bien fournie, un support actif, de nombreux tutoriels et ressources disponibles en ligne. Donc ici, nous allons parler un peu de l'architecture de Flutter. Cette architecture comprend 3 couches. En partant de la couche la plus haute à la couche la plus basse, nous avons les widgets. Ce sont les blocs de construction modulaires de base pour créer des interfaces utilisateurs principalement développées avec le langage de programmation Dart. Dans Flutter, tout est widget, même pour représenter un simple texte. Ensuite, nous avons la couche Rendering Engine, le moteur de rendu qui affiche les widgets à l'écran. Pour des raisons de performance, cette couche est essentiellement développée avec du C et du C++. Et enfin, nous avons Platform Embedding, la couche qui permet à Flutter de fonctionner sur différentes plateformes. Il est écrit dans un langage de programmation pour chaque plateforme qu'on rencontre. Souvent, pour Android, il est développé en Java et C++. Et pour iOS et macOS, on va rencontrer de l'Objective-C et de l'Objective-C++. Et pour Windows et Linux, cette couche est développée en C++. Nous allons parler quelques avantages de Flutter. Voici quelques raisons qui pourraient inciter à choisir Flutter. Il présente de gros avantages pour les développeurs, notamment la capacité de développer plus rapidement grâce au hot reload et puis la disponibilité d'une bibliothèque de widgets assez conséquente. Une seule base de code pour toutes les plateformes, possibilité de faire des animations et des transitions fluides. Alors, pour les clients finaux, on va rencontrer cette qualité d'interface utilisateur réactive et performante et la possibilité de personnaliser les widgets pour chaque plateforme. Qui utilise aujourd'hui Flutter? Nous avons les grosses entreprises comme Google, qui a d'ailleurs créé Flutter. Elle a utilisé Flutter pour développer la plupart de ses applications, comme Google Pay. Nous avons BMW, eBay, Philips, etc. Et quelques applications qui ont été développées avec Flutter. On a Alibaba, comme j'ai dit, Google Pay, Reflectly, Tencent, etc. Aujourd'hui, le marché est assez croissant quand même au niveau des applications qui sont développées avec Flutter. Flutter fournit des interfaces élevées grâce à sa compilation en langage machine et son modèle de widget réactif. En fait, cette phrase met en évidence deux principales caractéristiques de Flutter qui contribuent à ses performances élevées pour des applications mobiles. Premièrement, on va rencontrer cette compilation en langage machine. En fait, Flutter utilise le langage de programmation Dart qui est compilé en langage natif pour les plateformes Android et iOS. Cela signifie que le code écrit en Dart est transformé en instructions spécifiques pour chaque plateforme, ce qui permet aux applications Flutter de fonctionner rapidement et efficacement sur les appareils. Cette approche de compilation ahead of time et abrégée AOT permet d'obtenir des performances optimales et une très grande réactivité pour les applications. Et deuxièmement, on va parler de Flutter comme base de développement widget. Les widgets sont des éléments en fait de base de l'interface utilisateur. Une application Flutter est souvent constituée que de widgets.
Malgré ces nombreux avantages, il faut noter quand même que Flutter présente certains points qui peuvent être négatifs selon le point de vue en fait, de l'utilisateur. En l'occurrence, la taille des applications peuvent être très grandes, peuvent être assez volumineuses, car ils incluent en fait les moteurs de rendu, comme on a vu sur la couche, la deuxième couche et la troisième couche. Cela peut en fait entraîner des utilisations accrues de la mémoire et du temps de chargement plus long pour les utilisateurs. Donc certaines fonctionnalités peuvent ne pas être aussi disponibles sur toutes les plateformes. Et nous allons parler aussi de la performance au niveau des applis web et bureau. Pour l'instant en tout cas, bien que Flutter 2.0 ait introduit le support stable pour le développement d'applications web et du bureau, les performances et la maturité de ces plateformes ne sont pas encore au même niveau que celles des applications mobiles. Il peut y avoir des limitations ou des problèmes de compatibilité dans certaines situations. Comme pour dire, dans tous les frameworks qui arrivent sur le marché, il n'y a pas que le côté positif. Il y a bien sûr certains côtés négatifs auxquels il faut faire attention. Pour finir cette partie théorie, on peut retenir que Flutter offre une rapidité de développement, une excellente qualité d'interface utilisateur, une compatibilité multiplateforme, une communauté bienveillante et croissante. Flutter est en train de devenir un outil de développement essentiel pour les entreprises qui cherchent à créer des applications multiplateformes efficaces et performantes. Le même code peut être exécuté sur plusieurs plateformes différentes, gain de temps pour les développeurs, une plus grande portée pour les entreprises. Alors, n'attendez plus, essayez Flutter, vous serez très heureux. Surtout pour ceux qui n'aiment pas manipuler du CSS. Et moi, je sais que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Et je trouve beaucoup mon bonheur là-dedans. Et enfin, je présente là quelques ressources. Si vous êtes curieux, voici ces ressources-là qui pourront être utiles pour vous pour apprendre davantage sur Flutter. Mais il faut garder à l'esprit que Flutter évolue rapidement et que de nouveaux livres ou ressources peuvent être disponibles. Je vous conseille également de consulter la documentation officielle de Flutter et les tutoriels en ligne pour compléter vos connaissances. Merci. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vais y répondre et nous allons passer aussi ensuite sur la partie démo. Voilà, à vous. Moi, j'ai une information et une petite question. Oui. Mohamed Nouri qui parle. Pour info, le hard load, il existe aussi avec Maui. C'est le nouveau Xamarin qui est le concurrent de Flutter. Et je confirme à partir de Visual Studio 2022. Et je confirme que cette fonctionnalité est très très bien et elle accélère le développement d'une façon très très importante. Ça en termes d'information. En termes de questions, est-ce que en termes de DevOps et crawling du code, est-ce que Sonar et tous les outils qui contrôlent la qualité de code, ils ont une compatibilité avec du Dart ou pas encore? Ah, tout à fait, oui. Ils ont une compatibilité avec Dart, avec GitHub, on peut aussi ajouter des actions à chaque fois quand on déploie l'application Flutter et on peut mettre en place ces actions-là. Donc aujourd'hui, il faut savoir que même du TDD, je ne sais pas si vous entendez parler du TDD, Test Driven Development, on peut le faire aussi. Dart est assez évolué pour ça d'ailleurs. Eh ben, merci pour votre réponse. Ouais. Moi, j'ai une question. Yes. Est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec d'autres frameworks, par exemple React Native, pour pouvoir comparer un peu et nous faire un retour d'expérience? Le but, au fait, pour moi, c'était pas d'apprendre tous ces frameworks-là. En fait, c'est de voir un peu théoriquement qu'est-ce que ça a apporté. React Native, pour moi, en fait, il fallait apprendre un nouveau langage. Et du coup, je voulais pas du tout rentrer dedans parce que j'avais pas vraiment le temps et je voulais avoir quelque chose très rapidement pour répondre à un besoin que j'avais. Du coup, j'avoue que non, je suis pas du tout allé creuser, mais je sais qu'à l'époque,
tous ces langages-là, ils avaient quand même un peu leurs points forts et leurs points faibles. Et Flutter est venu justement sur le marché pour apporter ces différences-là, sachant que Dart, c'est quand même un langage qui est beaucoup plus évolué que certains langages que j'ai rencontrés sur le mobile. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de Kotlin pour être le langage officiel d'Android, mais je sais que c'est une bonne question, mais c'est vrai que moi, j'ai pas du tout creusé cette piste-là parce que déjà à l'époque, j'étais très très content de ce que apportait déjà Flutter sur le marché. Très bien. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es plus typé développeur mobile ou tu fais du back encore, tu fais quoi maintenant? C'est quoi ton profil? T'es parti développeur mobile ou pas? Ah non, non, je suis vraiment développeur back là en ce Ok. moment et je fais pas du tout de mobile. Quand tu dis développeur en mobile, c'est par rapport à mes missions? Ouais, bah ouais, exactement. Ouais. Ou ça, Non, c'est non, non, plutôt. Ouais. Flutter, c'est d'un point de vue personnel que tu utilises ou exactement, ouais, c'est Ok, vraiment de d'accord. point de vue personnel, ouais, Ok, d'accord. Merci. je t'en prie. Bonjour Moussa, Zakaria, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu as parlé de performance, tu as mis en avant les performances de Flutter Ouais. en termes de compilation en langage machine. Mhm. Et puis, tu as évoqué aussi le fait que quand on veut avoir un rendu peut-être graphique assez performant, assez développé, le fait d'embarquer le moteur du rendu peut baisser la performance ou augmenter la mémoire d'utilisation, de Ah, consommation non. d'application. Oui, vas-y, vas-y. C'est ça, non? Ah non, non, ça n'impacte pas la performance. C'est plutôt, en OK. fait, en termes de volumétrie de l'application. OK, sur le disque. Sur le disque, exactement, parce que comme le moteur de rendu, c'est un langage aussi, donc qu'il faut embarquer dans Flutter, donc forcément, ça impacte la taille totale, au fait, de l'application. D'accord. Et en Mais termes du coup, d'exécution, en- en- ju- en termes justement, d'exécution, il y a pas d'impact. justement, l'impact, c'est plus positif, en fait, c'est pour OK, améliorer les performances de ce moteur de rendu. Mais par d'accord, contre, de l'autre côté, ça va impacter sur la taille de l'application. d'accord. Et aussi sur la taille, sur la bande passante de téléchargement, si tu dois le télécharger depuis. Un store, par exemple. Voilà, c'est ça. OK. Alors, j'ai une deuxième question. Alors, c'est un produit qui est développé par Google. Oui. Du coup, est-ce que les librairies ou les widgets sont sont disponibles pour toutes les plateformes ou on a peut-être un peu plus pour Android et pas pour les autres? Ah non, non, les librairies sont disponibles pour toutes les plateformes. D'accord. D'ailleurs, il y a deux composants de librairie qui sont assez bien fournis sur la plateforme Flutter. Et on peut les utiliser pour essayer de simuler un peu le comportement sur Android ou sur iOS. Pour ça, on a Copertino. La librairie Copertino, c'est une librairie qui reprend un peu le design, les écrans, un peu comment les animations sont faites sur les plateformes iOS. Cette bibliothèque-là va simuler au fait ce comportement-là, mais on peut aussi l'utiliser pour Android. En tout cas, tous les widgets qui sont publiés pour D'accord. Flutter, c'est indépendant de, fait, de la plateforme. De la Tu peux les plateforme. utiliser pour Android ou pour iOS. D'accord. Merci. Je t'en prie. D'autres questions? Sinon, on passe à la partie que vous préférez bien. Vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez? Doucement, Dimitri. Ouais, pas beaucoup, ouais. On t'entend plus du tout, Dimitri. On l'a perdu. Allô, vous m'entendez là? Ah, c'est mieux. Ah, oui, pardon, je suis désolé. Je voulais savoir un peu au niveau de montée de version, sécurité, ce genre de choses. Est-ce que c'est assez simple? Est-ce qu'ils en font assez régulièrement? Euh, euh,
je peux pas te donner une réponse là-dessus parce que je me suis vraiment pas consacré sur les montées de version, mais je sais que je suis inscrit sur un canal à chaque fois qu'il y a des mises à jour à faire sur Flutter et c'est communiqué. Du coup, il faut juste aller dans la console Flutter et puis faire Flutter Update. Et du coup, il va automatiquement mettre à jour la librairie Flutter et mettre sur le canal master. Et franchement, c'est assez pratique. En tout cas, c'est pas très compliqué pour monter en version. Et il communique assez souvent là-dessus à chaque fois quand il y a une version qui est publiée. Et aussi, les rétrocompatibilités aussi sont assez prises en compte. Donc, quand il publie une version, ça ne va pas casser les versions d'avant. Ok, merci. Ok, c'était ça que je voulais savoir. Ah, merci, il n'y a pas de quoi. D'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, on va passer aux démos, si ça vous va. Non, pas d'autres questions. Ok, c'est moi. parti. Je vais préparer le démo. Alors, du coup, je vais partager là l'application qu'on va développer ensemble. Vous voyez mon écran, c'est bon? Là, j'ai préparé pour vous, pour ce meet-up là, une petite application pour voir un peu les notions qu'on a vues ensemble. Nous allons développer une application, pour l'instant je l'ai appelée note électronique, qui consiste au fait dans une première page de s'authentifier au fait avec un code. Une fois qu'on a saisi un code, automatiquement on passe au champ suivant, on va saisir le deuxième code, ensuite ça bascule sur le champ suivant, etc. Quand le code il fait 4 chiffres, on va avoir 4 champs ici pour saisir les 4 codes. Et quand le code il est valide automatiquement, on va naviguer vers la page suivante. Et cette page, c'est la page de bienvenue où on va mettre le nom, son nom. Et une fois qu'on a mis ici le nom dans ce champ-là, automatiquement ce bouton il va s'activer et on va pouvoir valider et passer à la page des tâches qu'on a définies, des notes. Donc là, dans ce champ-là, on va saisir une tâche. Ensuite, quand on fait ajouter, il va apparaître automatiquement dans cette liste-là. Voilà. Donc, avant de développer l'application, il faut quand même savoir que tout ça, c'est constitué de widgets. Donc ça, c'est un widget. Le champ qui est là pour saisir le code. Et donc, on ne va pas développer 3 champs distincts. On va juste développer un widget qu'on va instancier 3 fois ou n fois correspondant au nombre de codes qu'on a. Ensuite, sur cette page de bienvenue, on a un champ et un bouton. Donc, est-ce qu'on va développer un champ et un bouton à part ou on va développer un ensemble, un composant qui va contenir un champ et un bouton qu'on va pouvoir réutiliser plus tard? En l'occurrence, cette page-là, cette page qui affiche la liste des notes, on a un champ et un bouton. Et là aussi, on a un champ et un bouton. Donc, on a plutôt intérêt à développer un composant qui contient un champ et un bouton. Et ensuite, on va définir les actions que ce bouton va réaliser. Donc, voilà notre objectif. Je ne sais pas si on aura suffisamment de temps, mais dans tous les cas, si vous êtes intéressé, je vous enverrai la solution.
Du coup, je vais initier un projet Flutter et ça c'est assez rapide à faire. Donc voilà, on va initier le projet Flutter. Alors on va lui trouver un nom. Quelqu'un a une idée pour un nom? Non. Alors, on va dire, allez, agenda électronique. Donc on va dire à Flutter que on veut utiliser notre application sur Android, iOS, Linux, macOS, Web et Windows. Mais pour l'instant, c'est dommage que moi j'ai pas de Mac, donc je peux pas faire de simulation sur, je peux pas lancer une instance de l'application sur iOS ni sur Mac. Mais par contre, on va pouvoir exécuter sur Android et, euh, et Windows, et pardon, le web. Cela étant fait, je fais finish. Donc il va mouliner pour lancer le projet. Il a ouvert sur l'autre écran. Donc voilà. Et ce qui est bien avec Flutter, c'est que quand on crée un projet, automatiquement on a un projet, il nous génère en fait quelque chose, un template qui fonctionne déjà. Donc ça, quand on exécute cette application-là déjà, sans savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur, on dit juste on va exécuter en fait ce qui a été généré pour voir un peu ce que ça donne. Donc on va l'exécuter sur un Chrome. Là, j'ai sélectionné le navigateur Chrome pour faire l'exécution. Ensuite, on va pouvoir l'exécuter sur un émulateur. Une question. Oui. Pour ça, t'as la version du coup gratuite, c'est d'IntelliJ, parce qu'on n'a pas vu quand tu as créé le projet. Ah, Donc là, c'est IntelliJ, du coup, hein, on est non, non, d'accord avec. c'est Android Studio, pardon. J'ai installé juste Ah, Android d'accord, Studio voilà, pas avec les l'habitude. plugins. Voilà. Donc, il a ouvert encore sur mon autre écran. Voilà. Quand j'ai exécuté cette application, quand j'ai exécuté l'application, du coup, il m'a ouvert un Chrome et il a affiché la page au fait de l'application. Du coup, on peut interagir avec l'application en cliquant chaque fois quand on clique sur le bouton là, on incrémente ce champ-là. Vous voyez. Donc là, on a pu déployer l'application sur un Chrome. Maintenant, je vais démarrer l'émulateur pour pouvoir lancer sur cet émulateur-là. Voilà. L'émulateur est lancé. Je vais pouvoir. Petite question en attendant l'émulation. Ouais. Pour commencer à toucher à Flutter, est-ce que Android Studio est mieux que Visual Code ou Visual Code est mieux qu'Android? Qu'est-ce que vous recommandez? Ah, moi, je recommande plus Android Studio parce qu'il est vraiment fait pour ça, quoi. Et Oh, après, pour Visual Studio Code, on peut le faire hein, en installant le plugin nécessaire, mais moi, j'ai pas testé sur Visual Studio Code, j'ai toujours travaillé sur Android Studio et je trouve que le support, il est quand même assez bien fait. eh ben, merci. De rien. Donc voilà, l'application, l'émulateur est démarré. Je vais pouvoir lancer l'application sur l'émulateur. C'est parti. Le temps qu'il démarre. On va attendre.
Voilà. Donc l'application est lancée sur l'émulateur. On peut aussi faire les mêmes actions à chaque fois quand on exécute l'application. On a l'incrémentation du compteur ici. OK. On va pas perdre trop de temps là-dessus puisque c'est pas ça l'objectif du démo. C'était juste de vous montrer un peu que quand on démarre une application Flutter, on a déjà quelque chose qui fonctionne et puis on peut rentrer dans le code pour voir un peu comment ça marche. Du coup, ce que je vais faire, je vais mettre à côté ce slide pour voir un peu notre application, comment on va la développer. Donc ici, on va commencer par cet écran-là. Du coup, ce qu'on va faire, on va vider tout ça parce que ça ne nous intéresse pas, c'est que du boilerplate. On va lever ça. On va retirer ça aussi. On va tout virer. Voilà. Juste vous montrer un peu aussi le comportement auto-reload. Là, j'ai pas arrêté l'application, j'ai juste fait quelques modifications. Et je vais vous montrer que automatiquement le changement est pris en compte. Ça c'est ici. Voilà. Donc on a affiché sur la page test. Et pareil sur l'émulateur. Donc on va commencer à développer notre application. Donc pour cette page-là, il faut qu'on crée. Ce que j'ai oublié de vous dire en fait, pour Flutter, il faut savoir qu'il y a deux types de widgets. Il y a les stateless widgets, il y a aussi les stateful widgets. Les stateless widgets, comme leur nom indique, ils n'ont pas d'état en fait. Donc quand il y a un changement qui s'opère en fait à l'intérieur d'un composant de ce widget-là, ça ne va pas refléter au fait sur tout le widget. Et sachant que quand tu as un state full widget, il a un état, donc son état est maintenu tout le long du cycle de vie au fait de l'application. Donc, ce qu'on va faire, on va définir un widget ici qui s'appelle Auth Page, Authentification Page. On va lui dire que ça, quand on arrive sur la page d'accueil, on va arriver sur Authentification Page. Donc, du coup, pour créer ce widget-là, je vais créer un package qui s'appelle Page. Là-dedans, je vais créer un nouveau widget Page. Qui va extend full widget. Donc, vous voyez bien là qu'on a Cupertino et on a Material. Donc, bon, moi, j'ai fait le choix de partir sur Material puisque de toute façon, ça va être des applications qui vont tourner sur Android et Windows. Donc, ici, il nous dit qu'il faut implémenter les méthodes qu'on a qu'on va hériter de stateful widget. Ça va être create state. Donc, create state. On va retourner. Avant de faire ça, il faut déjà définir son state. Class. Après, si vous n'êtes pas familier avec le langage Dart, il y a des choses quand même qui vont être un peu floues pour vous. Je suis désolé. C'est purement du Dart. Et là aussi, il va nous demander d'implémenter les méthodes dont on a besoin. Du coup, on définit notre état. Et cet état-là, on va le fournir à notre widget.
Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? Non? Ok. Juste une question, là, Moussa. Ouais. Là, la ligne 7, Dart, il n'a pas le mot-clé new, hein, c'est juste pour que tu lui tapes là, comme ça, le underscore of page state. Exactement. Ouais. Tu peux Ça crée mettre. l'objet. Il a le mot new, hein, mais c'est pas nécessaire en fait. Ok, Tu vois, ok. il te dit tout de suite que remove unnecessary new que keyword. Il suffit juste de définir, de prendre ta classe, tu mets entre parenthèses au fait, automatiquement, il reconnaît que c'est du new. Donc voilà, ici on a créé notre page d'authentification et ce qu'on va faire, on va juste faire un petit test pour voir un peu ce qu'on va retourner sur cette page là. Return scaffold. Le scaffold, c'est comme son nom l'indique, c'est de l'angle, on va le franciser en disant que c'est de l'échafaudage en fait. C'est comme une espèce d'échafaudage qui vous permet en fait de venir sur votre façade et mettre les différents éléments. Donc dans ce scaffold, on a ce qu'on appelle abbar, la barre de l'application. La barre, c'est ce qui est représenté au fait ici, là où on a le texte authentification. On va mettre un simple texte. C'est pas le même type, non? Pardon? Sur le Abbar. Ah, pardon. Il faut utiliser un abbar. Et dans la barre, du coup, on a un title, pardon. Bien vu, je vois qu'il y a des gens qui suivent. On va mettre un texte. Voilà. Pour l'instant, on va juste afficher ça pour voir un peu ce que ça donne. C'est normal, ça ne compile pas parce que ici, on n'a pas importé notre classe. Voilà. Ça recompile. Si on vient voir ici, on verra body et bienvenue. Donc, le bienvenu, on va vouloir le centrer un peu. Ici, on va lui dire Santa title to. Voilà. Il va tourner, il va le centrer et on va vouloir aussi enlever au fait cette bandeau là pour nous dire qu'on est en debug mode. C'est vrai qu'on est en debug mode, mais nous on va vouloir le retirer. Check mode banner false. Voilà. Donc on a déjà quelque chose qui fonctionne. On va continuer aussi à améliorer tout ça pour mettre ce qu'on veut. Donc rapidement, je vais quand même essayer d'aller un peu plus vite parce que je ne vais pas tout redévelopper. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'aurais une question, Moussa. Ouais, vas-y. Voilà, si tu reviens sur le home page, Panda. Ouais. Là, la ligne 7, je suis toujours dans la ligne 7. La ligne 7? Là, oui, la ligne 7. Là, je suppose à un certain moment, lorsque le programme il a besoin d'avoir l'état du widget en question, puisqu'on est en stateful widget, Ouais. il va appeler cette méthode. Ah ou non, c'est une create state. C'est une create state, Et ouais. comment il y a moyen d'accéder directement au state? Genre, si j'imagine dans un scénario où avec un bouton, il faut que je revienne au state précédent, par exemple. Au state précédent, c'est-à-dire tu veux, à travers un bouton, mettre à jour un widget ou tu veux juste revenir en arrière? Revenir en arrière avec le state qu'il y avait. Je suppose que le state, là, ici, c'est l'état à un instant T À un du instant widget T, en oui. question. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Et Mais que, ça, au et fait, que la gestion des états, si c'est possible d'entrer dans le code du state, la classe générique, c'est qu'à un certain moment, on trouvera que
il garde une succession d'objets du widget en question avec l'état préservé. Bon, pour mieux comprendre, en fait, le comportement du state, je vais faire un petit exemple ici. Je vais déclarer, par exemple, init state. Là-dedans, on va déclarer une variable qui s'appelle string. Non. On va dire que c'est, dans un premier temps, c'est un champ vide. Et dans init state, on va lui dire nom est égal à. Et on va venir afficher au fait ce nom ici. On va définir plutôt la colonne dans laquelle on va afficher notre texte. Un bouton. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne le state. Child, on va lui dire texte. Okay. C'est une fonction anonyme que tu viens d'écrire, c'est ça? Exactement, c'est une fonction anonyme. On pourrait aussi définir une vraie fonction et puis l'appeler là-dedans. Donc là, à la base, le nom, on a mis, on va ici afficher nom, ici. Et quand on va cliquer sur le bouton, on va changer le nom, on va mettre Cécile. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, je vais afficher un petit message là pour essayer d'être sûr qu'on a bien pris en compte cette fonction-là. Égal. Voilà. On va centrer. Voilà. Donc là, si je clique sur, je vais afficher la console. Voilà. Je clique autant de fois que je veux. À chaque fois, j'ai Cécile qui s'affiche, mais est-ce que le champ là, il change jamais en fait? Pour que ça change, il faut qu'on dise à notre widget qu'il y a un nouveau état qui est arrivé. Il faut que tu te mettes à jour. Pour cela, il faut lui dire set state. Je l'ai vu passer. Voilà. Set state. Et dans cette state, il faut lui dire que dans ce nouveau état-là, le nom est plutôt Cécile, pas Alpha. Voilà. Et là, quand on va cliquer, Cécile automatiquement est payé en compte. C'est ça le fonctionnement du stateful widget. Alors que quand c'est du stateless widget, tu as bien beau, voilà, tu as bien beau faire tes changements, ça va jamais changer. C'est au moment de l'instanciation en fait de widget que l'état est déjà connu à l'avance en fait. Si tu veux que cet état il change, il faut que tu rebuildes complètement ton widget. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Non? Donc ce que je vais faire, je vais avancer un peu plus vite pour vous expliquer ensuite ce que j'ai fait. Tac. Définir une variable secret qui va contenir le mot de passe
Ici, je vais définir une variable max pour un peu calculer la taille au fait de ce secret-là, parce que je veux que ce soit dynamique. C'est-à-dire que si je me limite ici, je vais juste voir 2 champs. Si je mets 3, je vais voir 3 champs. Donc c'est pourquoi je vais définir en fait ce max-là pour pouvoir ensuite calculer le nombre de widgets que je vais afficher à l'écran. Dans mon init state, je vais préciser que le max est égal à secret.length, c'est-à-dire la taille au fait de cette variable-là. Et du coup, avant de continuer la suite, on va définir ce composant-là. Ce composant que je vous ai parlé ici, qui va contenir le texte. Pour ça, je vais prendre le fichier. Je vais dire que j'ai un nouveau package. Là-dedans, je vais déclarer les widgets. Poser ce composant. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment ce composant est construit. Donc, il va étendre un stateful widget parce qu'on veut qu'il se comporte de telle sorte que quand on saisit quelque chose dans ce champ-là, on lui enlève le focus, en fait. Donc, ce champ-là, il va contenir un index et un boolean error pour dire que ce champ, il est en erreur ou pas. Ensuite, on va lui passer une fonction anonyme, un callback, qui permet au fait de récupérer le contenu de ce champ-là. Et là, on a un constructeur qui prend, ça s'appelle avec Dart, c'est de name de constructeur, c'est-à-dire que au fait, tu peux appeler au fait le constructeur en lui disant que index 2 points égale à 2, register 2 points est égal à la méthode et error 2 points est égal à true ou false. C'est ce qu'on appelle le name paramétrage. Je pense que dans d'autres langages, on peut Oui, également. oui, Voilà. c'est classique. Ouais, c'est ça. Classique dans tous les langages. Pas dans Java en tout cas et TypeScript, je crois pas. Si, en TypeScript, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, là, on a, comme tout à l'heure, ce qu'on a fait dans Outpage, comme c'est un stateful widget, on va ici initialiser le state en appelant comme ça, et le state, il est défini là. Donc, il va éteindre le widget. C'est le widget qu'on a défini ici. Ensuite, un contrôleur pour contrôler le contenu du texte et un composant focus pour gérer un peu le focus. Et dans l'init state, on va dire qu'on va initialiser l'init state du parent. Ensuite, on va initialiser le contrôleur et le focus node. Et cette méthode-là, au fait, ça permet, une fois que le widget est complètement instancié dans la frame, on va appeler au fait ce bout de code-là. Ce bout de code-là, il est vraiment fait pour être appelé du moment où le widget il est prêt à être utilisé dans la stack. Ensuite, j'ai défini la méthode de dispose. En fait, c'est pour libérer un peu la ressource au niveau du contrôleur parce que ça, c'est quelque chose qui est recommandé quand on a initialisé un texte contrôleur. Il faut appeler sa méthode dispose une fois qu'on a quitté le widget. Ensuite, dans le corps de ce composant-là, on va définir un padding pour lequel, de gauche à droite, en fait, là, quand on fait only, on va pouvoir définir bottom, right, left, top. Donc, si on veut avoir la même valeur partout, donc c'est pas la peine, on va juste dire all, 1.8. Et dans ce padding, on va définir un sized box, c'est-à-dire que c'est un widget qui définit juste un hauteur et une largeur. Et là-dedans, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Donc là, j'ai défini un widget, sized box, qui est là. Il y a une hauteur et une largeur. Voilà, c'est ce qui est défini ici, hauteur, largeur. Ensuite, à l'intérieur, je vais définir un text field. Ce text field, il a un contrôleur qui nous permet en fait de réagir avec pour pouvoir récupérer les informations. Et le focus node pour permettre de savoir si on va ici, si on va garder tout de suite le focus là-dessus ou pas. Voilà.
on va lui dire que le focus node, le contrôleur du focus node, c'est celui-ci, et on va définir la méthode onChange. La méthode onChange prend en entrée la valeur qui a été changée au fait. Du coup, si cette valeur-là n'est pas vide, je vais appeler le callback au fait pour dire que moi, ma valeur, elle a changé, la voici. Donc, fais-en ce que tu veux. Donc, c'est ce que signifie cette ligne de code. Ensuite, on va dire au focus node, passe le focus au composant suivant. Et le contrôleur, on va dire que on va sélectionner toutes les données à l'entrée en sélection, quoi. Ça dit que quand il a le focus, du moment où il a le focus, où il perd le focus, on va sélectionner la totalité des données. Ensuite, on va voir si on va les supprimer ou pas. Mais en tout cas, le texte à l'intérieur, il va pouvoir être sélectionné ou pas. Et cette méthode on tape, ça permet au fait de dire que si avec la souris, on tape dedans, dans ce champ-là, ou avec le doigt sur un mobile, on va automatiquement sélectionner le texte qui est à l'intérieur. C'est la même chose que j'ai fait là, mais je pense qu'ici, c'est pas besoin, parce que quand on a quitté le focus, on va pas garder la sélection. Je pense que ça, c'est un truc de trop. Donc c'est ça a du sens plutôt ici. Quand on va taper dans le champ, on va sélectionner les textes. Comme ça, on va pouvoir supprimer le texte ou modifier le texte. Mais au moins, on a une option pour pouvoir tout de suite remplacer le texte du composant. Voilà, ensuite, tu as différents paramètres pour ce text field qui sont là. Là, on a défini la taille du text field. On va dire que c'est un seul caractère. Et on lui a mis une décoration pour le faire un peu joli. Quand il y a une erreur, on va le faire avec des bordures rouges, sinon ça sera la bordure noire. Voilà, on a défini notre composant. Ensuite, on va appeler ce composant dans HotPage. Ce qu'on va faire, je vais virer tout ça, colonne, children. Voilà. Du coup, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure là, en fait, quand on veut instancier ces composants-là, il faut parcourir le nombre en fait de code qui est là, ensuite instancier le nombre de box correspondant à ce composant-là. Donc on va dire list, c'est du generate, de max, index, qui contient index, register. On va définir une méthode de register. Je vais la coller comme ça, on va avancer. On va appeler ici ce callback. Ensuite, on va instancier le champ error. Là, je vais définir voilà. Ensuite,
l'instant, ça n'existe pas. Je vais juste dire container. Container, ok. Et pour faire un peu joli, on va rajouter du style dans notre barre. Voilà. Non, je veux pas en colonne, je vais en row. Voilà. Et on va pouvoir centrer tout ça. Voilà. Donc ici, on a 3 codes. Donc si je rajoute un 4e, j'enregistre, automatiquement, il va construire 4 boîtes. Donc là, si je saisis quelque chose, je passe au champ suivant, etc., etc. Donc c'est faux, donc il efface tout, on recommence à 0, 5. Donc voilà. Si je vais sur l'émulateur, il n'a pas rafraîchi parce que quand j'ai enregistré, je n'étais pas connecté sur la console. Donc voilà, il faut rafraîchir la console. Ensuite, sur l'émulateur, on a ceci. Donc, voilà, tout est effacé. On a exactement le même comportement, le même design, que ce soit sur Android, que ce soit sur le web. Et si j'avais un iOS aussi, j'allais vous montrer qu'on a exactement la même chose. Donc voilà, là on a l'émulateur et là on a le web. Et du coup, on va maintenant afficher, on va pouvoir maintenant faire notre navigation quand le code il est juste. Et pour ça, dans un premier temps, je vais juste vous montrer que ça fonctionne en mettant un message dans la console. Ici, on avait dit que c'est un container, donc return container. Là-dedans, on a un child, ça va être un texte. Voilà. On va passer sur le navigateur, on va rafraîchir. Voilà, du coup, le code que j'ai saisi, c'est le 1, 2, 3 et 9. Je vais saisir 1, 2, 3, 9. Tac. Voilà, on a affiché success et on est passé sur un conteneur qui nous affiche le texte success. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là? Ok, on va passer à la page de bienvenue. La page de bienvenue, elle est ici. Sélection page. La copier et la coller dans. Par contre, j'ai mis ça dans widget. Ouais, on peut la laisser là. Voilà. Donc, on a aussi défini ici un state full widget qui va définir un scaffold avec un bar dans lequel on a bienvenue. Par contre, là, j'ai mis bienvenue, j'aurais bien voulu mettre authentification. Là,
on a bienvenue et dans bienvenue, on va mettre ce texte. Ensuite, dans le corps en fait de la page, ça va juste être un composant, comme je vous ai dit tout à l'heure, un composant qui va contenir un texte et un bouton OK. Et voilà, c'est largement suffisant. Donc ce composant-là, on va juste dire à notre page que on va le mettre dans un widget qui s'appelle Center, qui va centrer le contenu au fait de tout ce qui va arriver après. Donc ça dit son child. Quand on lui met quelque chose là-dedans, il va être centré. Donc notre composant submittable text, il contient un champ texte et un bouton avec un callback ici qui permet en fait de naviguer aussi vers la page block items. Je vais aussi récupérer ces deux éléments-là. Item page. Submittable text. Notre submittable text. Ce que j'ai oublié au fait aussi de vous dire, c'est que pour Flutter, en fait, il y a différents gestionnaires d'état. Je pense que avant le meetup, il y avait quelqu'un qui avait posé cette question-là, en fait, par rapport à savoir si Flutter était adapté pour la navigation multipage et puis les différents patterns qu'on peut rencontrer dans les autres frameworks. Dans Flutter, il y a différents composants, en fait, il y a différentes manières en fait, de gérer l'état de l'application. On a cette state qu'on a vu tout à l'heure là, qui permet en fait de modifier l'état de l'application, sauf que celui-ci n'est pas très recommandé parce que pour une très grosse application qui contient des widgets assez imbriqués, ça peut poser des problèmes de performance. Il y a d'autres alternatives, par exemple, comme il y a Change Notifier. Change Notifier est un framework de state management, et on a aussi Block, le pattern Block, Business Logic Component, qui est assez utilisé, que j'aime d'ailleurs beaucoup. Et dans cet exemple-là, en fait, j'ai implémenté les deux patterns, le pattern Change Notifier et le pattern Block. Et pour le submittable text, j'ai utilisé notamment le Change Notifier, le pattern Change Notifier. Et pour cela, il faut importer une bibliothèque qui s'appelle Provider. On va ajouter la bibliothèque Provider dans notre application. Une fois qu'on a ajouté la bibliothèque, ensuite, on fait pubget pour importer la bibliothèque. Et ensuite, normalement, ça va être bon. On peut importer notre Change Notifier. Voilà. Et pour gérer du coup l'état en fait de ce composant-là, on va instancier un Change Notifier que j'ai défini ici, qu'il faut que j'importe. Du coup, qui s'appelle Name Notifier, qu'on a vu là ici. Name Notifier, il est là. Lui, il va hériter de Change Notifier. Et là-dedans, en fait, on va lui dire qu'il y a une méthode qui est là, qu'on va appeler pour changer au fait la valeur de cet attribut-là. Et tous les composants qui écoutent cette valeur-là vont être notifiés en faisant cette méthode.
notify listeners. Et du coup, là, on va importer notre composant. Ensuite, on va définir, voilà, je vais vous expliquer déjà comment ça fonctionne, le change notifier. Pour que le change notifier fonctionne, il faut ici instancier la classe change notifier en lui disant que le gestionnaire de l'état des notifications, c'est notre classe qu'on a importée là, qui s'appelle notifier, que j'ai écrit. Et là-dedans, en fait, il a des paramètres, le create, pour ici lui fournir ce notifier là, qu'on a initialisé ici dans l'unit state, qui est là. Donc, dans l'init state, on va l'initialiser. Ensuite, on va lui passer au change notifier pour lui dire que c'est celui-là qui va gérer en fait, l'état du composant qu'on a défini à l'intérieur ici. Le child, il est là. C'est ça qu'on va c'est le comportement qui est défini ici qu'on va notifier. Ensuite, celui qui va écouter ce changement-là, en fait, c'est le bouton. Parce que quand on saisit quelque chose dans ce champ-là, nous, on veut que ce bouton soit activé. Et si rien n'est saisi dans ce champ-là, le bouton sera désactivé. C'est pourquoi lui, il va définir un change notifier. Ensuite, lui, il va être le consommateur des événements provenant en fait de ce champ-là. Donc, c'est pourquoi ici, on va définir une colonne dans laquelle on a un libellé, texte, ici. Ensuite, dans ce texte, on va définir un style pour faire un peu joli. Et après, on va définir tout le reste concernant le texte dans lequel on va saisir le nom. Donc, c'est un size box comme on a vu précédemment, dans lequel il y a un text field. Voilà, donc tout ça, c'est des choses, c'est que de la configuration, c'est des widgets qu'on pose, ensuite on fait de la configuration. Et ensuite, on va poser le bouton. Pour poser le bouton, il faut dire que ce bouton-là, il est dans un consumer de type name notifier, dans lequel on va définir un elevated button qui contient un texte qui est passé en paramètre ici. Comme c'est un widget configurable, donc tous ces paramètres-là sont configurables. Du coup, ici, on va appeler notre composant, on va l'importer, pardon, et là, on va lui dire que si le provider, bon, ici pour l'instant, j'ai pas encore implémenté la page suivante, on va le mettre en commentaire, on verra plus tard. Donc pour l'instant, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc haute page, la partie de haute page, on va naviguer vers notre page selection page. Selection page. Voilà, tout simplement. Donc du coup, si le code qu'on a saisi, il est juste, on va naviguer vers la page name selection page. Du coup, on revient. Je suis sur la bonne console. Voilà. Voilà. On a navigué sur notre page. Vous voyez, le bouton il est désactivé, donc on ne peut rien faire. Mais du coup, dès qu'on saisit quelque chose automatiquement, on va envoyer l'événement pour dire quelque chose a changé dans le bouton, tu peux mettre à jour ton état. Donc le bouton il est activé. Et quand on va supprimer automatiquement, le bouton il est désactivé. Donc c'est vrai que quand du premier abord, quand on voit le code, on se dit qu'il est assez verbeux, mais c'est que de la configuration en fait. Il y a beaucoup de configuration, c'est que des widgets qu'on pose et ensuite on va les configurer. Donc ça c'est un widget qu'on a posé qui contient un texte et un bouton. En fonction des choses qui se passent là-dedans, on va appeler ce callback pour faire ce qu'on veut faire. Par exemple, ce bouton, on aimerait que quand on clique sur ce bouton, pour naviguer vers une page où on a nos différents éléments. Donc ça, c'est la dernière étape. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est la page. On va faire le même test pour l'émulateur.
Voilà, on navigue bien en fait sur cette page-là quand on saisit quelque chose et il est désactivé. Voilà. Ensuite, je vais faire rapidement pour vous présenter la dernière partie. La dernière partie, c'est pour naviguer vers la page où on a nos éléments. Du coup, je vais poser ce widget-là, le widget block item, ici. Une fois que c'est posé, je vais vous expliquer plus tard. Bon, donc, si je résume, ici, sur cette page-là, en fait, la page de saisie de nom, pour aller sur la dernière page, cette page-là, en fait, on a implémenté le pattern change notifier. Pour la page des items, où on va saisir nos notes, là, on va implémenter le pattern block. Donc, moi, en général, j'utilise ces deux-là, c'est largement suffisant pour essayer de développer en tout cas une application très complexe. Donc, pour le bloc, c'est une philosophie aussi un peu différente. J'ai eu un peu de mal à cerner, mais une fois que c'est fait, ça passe tout seul. Et pour ça, je crois qu'il y a des librairies à importer que je vais vous mettre aussi. Les éléments en fait qu'on va afficher ici, on va les appeler des items en fait. Du coup, on va définir un objet d'art qui va matérialiser ces éléments-là dans un modèle. Voilà. Je crois qu'on a fait, on a dépassé là un peu le délai. Je vais pas vous torturer un peu davantage. Est-ce que ça vous intéresse que je vous envoie en fait une version complète de cette application-là, histoire de voir si vous voulez jouer avec? Ou sinon, si vous avez des questions, on peut les aborder maintenant, ou si vous voulez encore continuer encore 15 minutes, c'est à vous de voir. En tout cas, moi, je crois que j'ai partagé l'essentiel que je voulais partager avec vous. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des préférences? Parce que comme on va pas rester longtemps, il y a des gens qui vont peut-être partir. Ouais, je Ouais, pense pour moi, c'est bon. Je te remercie. ouais, je pense que si tu peux partager, Moussa, le Ouais. contenu de l'appli que tu as, je pense que c'est peut-être mieux. Mais déjà, merci beaucoup. C'était assez exhaustif pour voir un certain nombre de fonctionnalités. Oui, merci Moussa pour cette présentation. C'est vrai que moi, de mon côté, je ne vais pas pouvoir rester longtemps, mais en tout cas, merci nous avoir fait découvrir, en tout cas pour moi, le langage Dart que je ne connaissais pas, et puis cette façon de programmer. Et là, je vous dis clairement que on n'a encore vraiment pas vu toute l'étendue du langage Dart. Après Flutter, c'est pas forcément évident de rentrer tout de suite dedans parce que c'est toute une philosophie qui change un peu. Mais une fois qu'on a compris le concept, ça va tout seul, quoi, parce que tout se ressemble en général. Tout ce qu'on fait, après c'est la même chose, quoi. Tiens, mais une petite question d'ailleurs par rapport à ça. Il faut combien de temps pour se former un peu sur tout ça, genre débuter un peu dans ce domaine-là, que ce soit Dart ou Flutter? Après, 2 vraiment, mois. ça dépend de la motivation. Moi, je sais que j'ai fait pas mal
la page officielle, les exemples qui sont dedans, j'ai parcouru pas mal. Et aussi, j'ai pas mal aussi communiqué avec quelques-uns de la communauté pour un peu trouver de l'aide. Et surtout aussi les vidéos parce que il faut savoir que dans le Flutter, ils ont un canal officiel sur YouTube où on peut retrouver pas mal de vidéos qui expliquent pas mal de choses sur les différents composants. Et c'est vachement pas mal. Et je pense que pour quelqu'un qui est assez motivé, euh, ça peut aller très vite. Et comme je disais, il faut juste comprendre le concept. Une fois que tu as intégré le concept, et tu prends vraiment un plaisir à faire des choses, quoi. Ok. Après, on Ouais, n'a pas merci. forcément tous la même aptitude, la facilité au fait d'aller vers des nouveautés. Après, j'avoue que moi, au départ, c'était un peu compliqué. Mais à force de creuser, finalement, j'ai compris vraiment comment ça fonctionne, quoi. Ok, merci à toi Ok. du coup pour la réponse, pour la présentation en tout cas. Je vous- Du coup, pour ceux qui sont intéressés, faites-vous manifester auprès de Camille. Je vais mettre à disposition aussi les slides qui contient en fait la dernière page où on a les ressources pour ceux qui sont curieux pour aller creuser un peu. Et aussi le lien GitHub pour aller récupérer l'application toute prête, pour aller jouer un peu avec, pour voir un peu comment ça fonctionne. C'est ça l'avantage au fait avec du moment où on a récupéré le code, tout de suite on peut avoir quelque chose qui fonctionne. On peut faire du debug. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais c'est très facile de faire du debug avec ce bouton-là. Une fois qu'on a lancé, on peut mettre les points d'arrêt et ensuite on peut facilement rentrer dans le point d'arrêt, quoi. Oui, merci Moussa pour la présentation.